Écoute attentivement. Ce que tu es sur le point d'entendre fracturera ta compréhension de celui que tu crois être. Chaque jour, tu marches à travers le monde en portant un masque si parfaitement élaboré, si parfaitement intégré à ton être, que tu as oublié que c'est un masque. La question n'est pas si tu vis un mensonge, la question est combien de vies s'écouleront avant que tu réalises que tu l'es. Je suis Elena Blavatsky, bien que le nom ne signifie rien pour la plupart d'entre vous. Ce qui importe n'est pas mon identité telle que vous la comprenez, mais plutôt ce que j'ai passé ma vie à découvrir, l'architecture terrifiante de la conscience humaine elle-même. Pendant des décennies, j'ai étudié dans les chambres occultes du Tibet, dans les bibliothèques poussiéreuses de l'Inde, dans les sociétés secrètes d'Europe. Je ne l'ai pas fait pour le tourisme spirituel, ou pour collectionner des histoires exotiques. Je l'ai fait parce que j'ai découvert une vérité si profonde, si déstabilisatrice, que la plupart des esprits la rejetteront instantanément. La vérité est celle-ci. Tu ne te connais pas toi-même, pas même à distance. La personne que tu crois être, la personnalité que tu présentes au monde, les souvenirs que tu chéris, les croyances que tu considères comme sacrées, n'est rien de plus qu'une construction élaborée. Un édifice psychologique construit brique par brique à travers la suggestion, le trauma, le conditionnement social et ce que j'appelle l'oubli grand. Profondément dans la psyché humaine, existe une conscience originelle, une conscience primordiale, qui existait avant le langage, avant la société, avant que la lentille déformante de la culture la transforme en quelque chose d'irréconnaissable. Ce moi profond t'appelle constamment, mais tu ne peux pas l'entendre parce que le bruit de ton moi faux est assourdissant. Ce que je vais révéler à travers ces 10 révélations n'est pas la philosophie, ce n'est pas la religion, ce n'est même pas la spiritualité, au sens que la plupart des gens comprennent ce terme corrompu. Ce que c'est, très simplement, est une carte du territoire de ton propre être que tu as été empêché d'explorer. Les autorités, et j'utilise ce terme largement pour signifier chaque institution qui profite de ton auto-ignorance, ne veulent pas que tu trouves ce territoire. Elles ne veulent pas que tu comprennes que tu contiens en toi des pouvoirs de conscience, de perception et de transformation qui rendraient leur contrôle obsolète. La science de la neuroscience aujourd'hui, dans ton ère moderne, commence à peine à buter vers ce que les occultistes comprenaient il y a des siècles, que la conscience n'est pas un sous-produit du cerveau, mais quelque chose de beaucoup plus fondamental. Le cerveau est un récepteur, un traducteur, un filtre, et ce qu'il filtre est précisément la connaissance qui t'émanciperait. Chaque section que je déploie pour toi contient le type de connaissances que les religions ont gardé dans leurs sanctuaires les plus intimes, que les sociétés secrètes ont protégé avec des serments et des menaces, que la psychologie moderne rejette d'un geste académique. Ton éducation a été conçue non pas pour t'enseigner, mais pour te limiter. Tes structures sociales ont été construites non pas pour te libérer, mais pour te contenir. Ton langage même a été conçu pour rendre certaines pensées littéralement impensables. Et pourtant, malgré ces barrières formidables, l'appel de ton moi authentique persiste. Il murmure dans les moments de tristesse inexplicable, il crie dans tes cauchemars, il émerge dans les espaces entre tes pensées conscientes, ce vide étrange où les rêves naissent et où ton vrai moi respire encore, lutte encore, s'étire encore vers la lumière comme un prisonnier dans une chambre souterraine. La porte que je suis sur le point d'ouvrir ne nécessite aucun rituel spécial, aucune parole sacrée, aucune substance exotique. Elle ne nécessite qu'une seule chose, ta volonté de faire face à ce qui gît sous la façade soigneusement construite que tu as confondue avec ton identité. Es-tu vraiment prêt ? Ou vas-tu, comme 99% de l'humanité, fermer ce livre, étouffer cette voix, et retourner à la prison confortable de ton moi faux ? Le choix, comme toujours, est le tien. Mais sache ceci, une fois que tu vois vraiment derrière le voile, il n'y a pas de retour à la cécité d'avant. La connaissance de tes propres profondeurs est un fardeau que seuls les courageux peuvent mieux supporter. Arrête-toi. Avant d'aller plus profond, tu dois comprendre quelque chose. Ce que tu viens d'entendre n'est pas destiné à être oublié. C'est un message de la partie de toi qui a été en train de crier en silence pendant des années. Et si tu vas réellement l'entendre, tu ne peux pas le faire seul. Commente maintenant, pas plus tard. Pas quand tu seras prêt. Maintenant. Dis-moi, quelle partie de toi-même as-tu reconnue dans ces paroles ? Quelle vérité sur qui tu réellement es t'a rendu mal à l'aise ? Écris-le. Admets-le. Parce qu'au moment où tu commentes, quelque chose change. Le moi faux perd un petit morceau de son agar. Tu déclares, même en cet acte petit, que tu choisis de t'éveiller. Ton commentaire, c'est un signal. C'est un message à l'univers que cela t'importe. Que tu t'importes. Que ton awakening t'importe. Chaque commentaire brise à travers le système conçu pour te garder fragmenté et endormi. Mais cela ne peut pas finir ici. Si tu es vraiment prêt à descendre dans tes propres profondeurs, si tu es vraiment disposé à affronter qui tu réellement es sous le masque, alors abonne-toi. Non pas pour moi, abonne-toi pour toi.
Abonne-toi parce que quelque chose en toi sait que c'est vrai et refuse de le laisser aller. Abonne-toi parce que tu es fatigué de prétendre. Abonne-toi parce que le moi authentique en toi n'est plus disposé de rester silencieux. Chaque nouveau vidéo, tu affronteras un choix. Aller plus profond ou reculer au confort, continuer à t'éveiller ou te glisser de retour au sommeil. Chaque abonnement, c'est un engagement avec toi-même. C'est toi disant « Je suis courageux suffisamment pour voir. Je suis disposé à être détruit pour pouvoir être refait en moi-même. » Le moi faux espère que tu oublieras ce moment. Ne le fais pas. Commente. Abonne-toi. Descends. C'est non optionnel si tu veux vraiment te connaître toi-même. Avant de descendre dans l'abîme, tu dois comprendre l'architecture de la cage. La prison n'a pas été construite avec de l'acier ou de la pierre. Elle a été construite avec des mots, avec des regards, avec le retrait subtil de l'amour, avec les 1000 petites trahisons qu'un enfant connaît en apprenant que le monde n'acceptera qu'une fraction de qui il est réellement. Le concept que je vais t'expliquer est le seul aperçu le plus important dans toute la psychologie profonde, et pourtant il reste presque entièrement invisible dans le discours dominant. Carl Jung, cet esprit brillant qui a passé sa vie à excaver les grottes de l'inconscient, l'appelait l'ombre. Mais même la formulation de Jung était incomplète, un esquisse plutôt qu'un portrait complet. Ce que l'ombre représente véritablement est la somme totale de tout ce que tu as été forcé de rejeter, réprimer, nier, et ultimement projeter sur les autres. Permets-moi d'être viscéralement clair sur ce que cela signifie. Quand tu es né, tu étais un phare de conscience indifférencié. Tu pleurais quand tu avais faim. Tu riais quand tu ressentais de la joie. Tu exprimais de la rage quand tu étais frustré. Tu étais, sous tous les aspects de ce qui importe, authentiquement présent dans le moment. Mais alors quelque chose a commencé à se passer, quelque chose de si graduel, si insidieux, que tu n'as jamais remarqué que cela se produisait. Ta mère a détourné le regard quand tu as exprimé certaines émotions. Le visage de ton père s'est endurci quand tu as montré de la vulnérabilité. Tes professeurs t'ont puni pour avoir posé des questions qui défièrent leur autorité. Tes pairs se sont moqués de tes intérêts authentiques. Jour après jour, année après année, tu as appris une leçon encore et encore. Qui tu es réellement n'est pas acceptable. Alors tu as fait ce que n'importe quel organisme intelligent fait face à la menace. Tu t'es adapté. Tu as appris à te cacher. Tu as construit une persona, un masque si convaincant que finalement tu as oublié que tu le portais. Tu as appris à sourire quand tu voulais crier. Tu as appris à dire oui quand chaque fibre de ton être criait non. Tu as appris à feindre l'intérêt pour des choses qui t'ennuyaient à mort, à réprimer le rire à des moments inappropriés, à moduler ta voix, à contrôler ta posture, à littéralement remodeler ton corps pour qu'il corresponde aux attentes des autres. Ce moi faux n'était pas un défaut de caractère, c'était un mécanisme de survie. À une époque antérieure, avant la fragmentation de l'existence moderne, cette adaptation aurait finalement été abandonnée une fois la sécurité établie. Mais dans notre monde, ce moi faux devient permanent. Il devient si intégré à ton sens d'identité que tu crois que c'est qui tu es réellement. La tragédie, et j'utilise ce mot avec un poids délibéré, est que tout ce que tu as rejeté sur toi-même n'a pas simplement disparu. Il ne pouvait pas disparaître. La conscience ne peut pas être anéantie. Elle ne peut qu'être transformée ou déplacée. Ainsi, tous ces aspects authentiques de toi-même qui ont été jugés inacceptables, ta sauvagerie, ta rage, ta sexualité, ton ambition, ta vulnérabilité, ton chagrin, ton pouvoir, tous ces aspects ont été poussés dans ce que les psychologues appellent l'inconscient. Mais ils n'ont pas devenu inertes, ils sont restés vivants, pulsants, actifs, cherchant l'expression. Et parce qu'ils ne pouvaient pas s'exprimer directement dans ta conscience, ils ont commencé à s'exprimer indirectement, à travers la projection, à travers les rêves, à travers les lapsus linguae, à travers les réactions émotionnelles inexplicables, à travers les gens vers qui tu es mystérieusement attiré, et plus important encore, à travers les gens que tu méprises. C'est le mécanisme de l'ombre. Tu ne peux pas voir ta propre obscurité, donc tu la vois partout ailleurs. La personne qui t'enrage le plus dans le monde est presque certainement la personne qui porte une partie projetée de toi-même que tu as reniée. Le politicien que tu es incarne les aspects rejetés de ta propre nature. L'ami dont tu juges le comportement le plus sévèrement reflète quelque chose que tu as violemment réprimé en toi-même. Et peut-être plus dangereusement, la personne que tu aimes le plus intensément porte souvent la projection de ton moi idéalisé. La personne que tu crois que tu devrais être, mais que tu ne peux jamais atteindre. Ce que la neuroscience commence maintenant à confirmer, à travers l'imagerie cérébrale et la recherche comportementale, est que cette conscience divisée est littéralement codée dans la structure de ton système nerveux. L'hémisphère gauche de ton cerveau, celui responsable du langage, de la logique, de la catégorisation et du contrôle, raconte constamment une histoire sur qui tu es. Cette narration est toujours incomplète, toujours déformée, toujours filtrée à travers la lentille de tes blessures de survie et de ton conditionnement social. Pendant ce temps, l'hémisphère droit,
qui traite l'information holistique, l'émotion, la conscience spatiale et le sens d'interconnexion avec toute une chose, exécute un programme complètement différent que ton esprit conscient perçoit à peine. Entre ces deux hémisphères, un dialogue constant se produit. Et chez la plupart des gens, ce dialogue se caractérise par la guerre plutôt que par l'intégration. Le moi faux développe généralement sa base la plus forte durant la période entre 3 et 7 ans, ce que les psychologues appellent les années de formation sociale primaire. Durant cette période, le cerveau d'un enfant opère presque entièrement dans un état de suggestibilité hypnotique, absorbant les croyances, les peurs et les distorsions des adultes autour de lui, comme une éponge absorbe l'eau. L'enfant tire des conclusions sur lui-même basées sur les réactions qu'il reçoit. Je ne suis pas digne d'amour parce que l'amour de mes parents se sent conditionnel. Je suis insuffisant parce qu'on me demande constamment d'être différent de ce que je suis. Je suis dangereux parce que mes émotions causaient le chaos. Ces premières conclusions deviennent ce que les psychologues appellent des croyances fondamentales. Et elles structurent littéralement l'architecture de ta personnalité pour le reste de ta vie. Ce moi falsa s'évolue progressivement plus puissant et sophistiqué en temps moderne parce qu'il existe maintenant une machinerie entière dédiée à son maintien et à son renforcement. L'industrie publicitaire, par exemple, est essentiellement un système conçu pour armer ton insécurité et te déconnecter de ta connaissance de toi-même authentique. Chaque annonce est un message qui dit « Tu n'es pas suffisant tel que tu es. Tu as besoin de ce produit pour devenir acceptable. Tu as besoin de te transformer pour être digne d'amour. » C'est, très littéralement, la perpétuation de la blessure originelle qui a créé ton moi faux. Et cela se produit des milliers de fois par jour à travers chaque écran avec lequel tu interagis. Le moi faux n'est pas ton ennemi. C'était une adaptation nécessaire à un environnement qui n'était pas conçu pour tolérer ton authenticité, mais il a maintenant dépassé son accueil. La conscience de ce moi faux, vraiment le voir, le nommer, comprendre ses origines et ses mécanismes, est le premier pas vers la libération. Pour vraiment comprendre le mécanisme de la fragmentation psychologique, nous devons descendre au particulier. Ce que je vais relater n'est pas la théorie. C'est le cas documenté d'un homme, que j'appellerai Marcus, tiré de mes propres observations, et des dossiers cliniques des étudiants les plus perspicaces de Jung. Marcus était, selon toute mesure externe, un homme réussi. Il avait 53 ans, un architecte respecté avec une pratique prospère, marié depuis 28 ans à une femme qu'il prétendait aimer, père de 2 enfants adultes qui avaient réalisé un succès académique. Il vivait dans une belle maison dans un quartier prestigieux. Et pourtant, il est venu à la thérapie à cause d'un symptôme qui était devenu de plus en plus insupportable. Des épisodes spontanés de pleurs qu'il ne pouvait pas contrôler ou comprendre. Ces épisodes le frappaient sans avertissement. Il pouvait être dans une réunion d'affaires, faisant une présentation à un client, et soudainement sa vision s'embrouillerait, sa gorge se contracterait, et les larmes couleraient sur son visage alors qu'il était là, humilié, incapable d'expliquer ce qui se passait. Ses collègues ont supposé qu'il avait une sorte d'effondrement psychologique. Sa femme a supposé qu'il avait une affaire ou qu'il luttait avec la dépression. Mais la vérité était bien plus complexe, bien plus terrifiante dans ses implications. Ce qui a émergé à travers des mois de travail thérapeutique attentif était un portrait d'une fragmentation interne profonde. Marcus avait construit son identité adulte autour d'une narration spécifique. Il était un homme fort, il était capable, il était en contrôle, il était rationnel. Il était le type de personne qui résolvait des problèmes, qui avançait, qui ne permettait pas à l'émotion de dérailler ses objectifs. C'était le persona qu'il avait méticuleusement élaboré et entretenu tout au long de sa vie adulte. Mais sous ce persona soigneusement construit existait une réalité complètement différente. Dans les profondeurs de son inconscient, réprimé depuis l'enfance, il y avait une version de Marcus qui n'était jamais autorisée à exister. C'était le Marcus qui était sensible à la beauté, qui voulait créer de l'art pour son propre bien plutôt que pour profit ou statut, qui ressentait les choses profondément et passionnément, qui avait besoin de tendresse et de connexion plutôt que de compétition et de conquête, qui était, essentiellement, le moi authentique qui avait été rejeté par son père, un militaire qui voyait l'émotion comme une faiblesse de caractère. Pendant des décennies, Marcus était devenu si réussi à réprimer ce moi authentique qu'il avait véritablement oublié qu'il existait. Les souvenirs de ses rêves d'enfance étaient enterrés si profondément qu'il ne pouvait pas y accéder. La connaissance de ses intérêts et désirs authentiques était si complètement réprimée que, quand il regardait sa propre vie, il pouvait à peine la reconnaître. Il vivait la vie de quelqu'un d'autre, performant la narration de quelqu'un d'autre, et la partie authentique de lui-même criait silencieusement de la prison de son inconscient. Les épisodes de pleurs qui l'ont amené à la thérapie étaient en réalité une forme de percée. Le moi authentique, après des décennies d'emprisonnement, commençait à percer à travers les défenses soigneusement maintenues du persona. Chaque épisode était un moment quand le matériel réprimé était forcément poussé vers la conscience.
débordant les barrières soigneusement construites, inondant l'esprit rationnel d'un sentiment n'ayant nulle part où aller. À mesure que nous retracions la généalogie psychologique de la fragmentation de Marcus, nous avons commencé à voir les moments spécifiques quand son moi authentique avait été blessé et réprimé. Il y avait l'âge de 7 ans, quand son père avait découvert qu'il dessinait en détail élaboré. Son père avait regardé ses dessins avec un mépris à peine contenu et avait dit « C'est ce que font les petits garçons faibles. Si tu veux être un homme, tu dois arrêter cette stupidité et te concentrer sur quelque chose de réel. » Ce moment, qui dura peut-être 15 secondes, avait littéralement altéré la trajectoire de l'existence complète de Marcus. Puis il y avait l'âge de 13 ans, quand Marcus avait connu la mort de son meilleur ami dans un accident automobile. Pendant des semaines, il avait été détruit par le chagrin, pleurant régulièrement, incapable de manger. Sa mère, qui avait elle-même été traumatisée par cette perte, s'était effrayée de l'intensité de sa réaction émotionnelle. Elle avait commencé à le pousser à continuer, à être fort, à ne pas laisser cela te contrôler. Son père avait été encore plus direct, lui disant que les hommes ne s'effondrent pas. À 16 ans, Marcus avait appris à murer son chagrin si complètement qu'il pouvait à peine se souvenir d'avoir ressenti quoi que ce soit. Le souvenir était là, mais le poids émotionnel avait été chirurgicalement retiré. Ce qui est crucial à comprendre, c'est que ces moments de suppression n'étaient pas traumatiques de la façon que nous utilisons typiquement ce mot. Il n'y avait pas de violence flagrante, pas de trahison dramatique. Ce qui s'est produit était beaucoup plus subtil et infiniment plus dommageable. La messagerie systématique que le moi authentique était inacceptable. Au moment où Marcus a atteint la médiane âge, le coût de cette fragmentation était devenu catastrophique. Son mariage, qui semblait réussi de l'extérieur, était en réalité caractérisé par un vide profond. Il n'avait jamais permis à sa femme de le connaître. Il avait joué le rôle de mari dévot et de pourvoyeur, mais l'intimité réelle était complètement absente. Sa relation avec ses enfants était de manière similaire distante. Il le respectait, mais ne le connaissait pas. Environ 6 mois dans la thérapie intensive, Marcus a pris une décision choquante. Il a dit à sa femme qu'il n'était pas heureux dans leur mariage, qu'il ne pouvait plus continuer à vivre un mensonge et qu'il avait besoin de prendre un congé pour découvrir qui il était réellement. Sa femme a été dévastée. Beaucoup l'ont vu comme un effondrement, une crise classique de médiane âge, mais ce qui se passait réellement était quelque chose de beaucoup plus profond. Marcus choisissait finalement l'authenticité sur le confort. Il disait finalement non au moi faux qui avait dirigé sa vie pendant un demi-siècle. Pendant son congé, il est retourné à la peinture, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis l'enfance. Il a passé du temps en solitude, se permettant de ressentir le poids complet de décennies d'émotions réprimées. Il a fait le deuil des opportunités perdues, des relations authentiques qu'il aurait pu avoir, de la vie qu'il aurait pu vivre s'il lui avait été permis d'être lui-même. Ce cas illumine quelque chose de crucial que la plupart des systèmes psychologiques échouent à adresser adéquatement. La fragmentation du moi n'est pas principalement une pathologie. C'est une adaptation rationnelle à un environnement pathologique. La pathologie n'est pas dans Marcus. La pathologie est dans un monde qui exige l'amputation du moi authentique comme prix d'admission. Le scientifique du cerveau moderne, assis dans son laboratoire entouré de machines qui mesurent les impulsions électriques, ne réalise pas qu'il redécouvre une connaissance qui était déjà ancienne quand j'ai marché sur la Terre. Mais la confirmation des sciences matérielles porte du poids dans ton esprit contemporain. Alors permets-moi de parler la langue de ton temps. Ce que la neuroscience a découvert au cours des 2 dernières décennies est quelque chose qui représente un changement fondamental dans la façon dont nous comprenons la conscience et la structure du moi. À travers l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle et des études sophistiquées des réseaux de neurones, les chercheurs ont commencé à cartographier les mécanismes réels par lesquels la conscience est fragmentée et organisée dans le cerveau humain. Ce qu'ils découvrent est absolument extraordinaire. Le moi unifié et singulier que tu expérimentes est en réalité une illusion soigneusement entretenue, une narration construite moment par les régions spécifiques de ton cerveau. L'auteur principal de cette illusion est ce que les neuroscientifiques appellent le réseau de mode par défaut, une constellation de régions du cerveau qui s'active chaque fois que tu n'es pas engagé dans des tâches externes. Ce réseau inclut le cortex préfrontal médial, le gyrus cingulé postérieur, le précuneus et plusieurs autres régions interconnectées. Le réseau de mode par défaut est essentiellement le siège de la pensée autoréférentielle qui crée le sens d'une identité continue et unifiée. C'est ici que cela devient véritablement fascinant. Le réseau de mode par défaut opère presque entièrement sur la mémoire et la projection. Il récupère constamment les informations des expériences passées et utilise ces informations pour construire un modèle de qui tu es. Ce processus n'est pas objectif, il est fondamentalement biaisé vers la confirmation de toute narration sur toi-même qui a déjà été établie. Si ta narration centrale est « je ne suis pas digne d'amour », alors le réseau de mode par défaut filtrera systématiquement les preuves, au contraire, et amplifiera les preuves qui confirment cette croyance.
Les chercheurs étudiant la dépression ont découvert que l'un des mécanismes principaux de la maladie dépressive n'est pas principalement un déséquilibre chimique, mais plutôt un réseau de modes par défaut hyperactif qui devient piégé dans des boucles de pensée négatives. La personne déprimée est littéralement prise au piège dans une version intense du même processus qui génère le moi faux en nous tous, mais en dépression c'est devenu pathologique. Le cerveau rediffuse interminablement les échecs passés, catastrophisant sur les possibilités futures. De manière similaire, la recherche sur les troubles anxieux a révélé que l'anxiété est largement générée par un système neural appelé le réseau de Science, qui est conçu pour détecter la menace. Chez quelqu'un avec un trouble d'anxiété, ce système de détection de menace est devenu si sensibilisé qu'il génère constamment de fausses alarmes. Il trouve du danger dans des situations où aucun danger n'existe réellement parce qu'il a été entraîné par un trauma passé à s'attendre au pire. Ce qui est crucial à comprendre, c'est que ces processus neuraux ne sont pas indépendants du sens et de la croyance. En d'autres termes, le cerveau ne génère pas simplement des pensées au hasard, il génère des pensées qui s'alignent sur les croyances centrales qui ont été incrustées en lui. Si tu as intériorisé la croyance que tu n'es pas digne d'amour, ton cerveau sélectionnera attention sélective aux preuves qui confirment cette croyance et filtrera les preuves qui la contredisent. Ton cerveau générera même les perceptions qui confirment cette croyance. Tu littéralement verras et entendras les choses d'une manière qui est filtrée à travers cette lentille. La neuroscience a également révélé quelque chose d'autre. Le cerveau ne possède pas une conscience unique unifiée qui s'observe elle-même. La conscience apparaît être un processus qui émerge d'interactions complexes entre de multiples réseaux neuronaux. Chaque réseau génère son propre type de connaissance, son propre type de compréhension. L'hémisphère gauche logique et linguistique génère un type très différent de connaissance que l'hémisphère droit holistique et interconnecté. Dans une psyché intégrée et saine, ces systèmes différents sont en communication constante et travaillent ensemble pour générer une compréhension plus complète de la réalité. Mais dans la psyché fragmentée, ce qui décrit la majorité de l'humanité moderne, ces systèmes différents sont en conflit. La mente logique veut le contrôle, la mente émotionnelle veut l'authenticité, le moi rationnel veut suivre les règles, le moi instinctif veut se rebeller. Cette fragmentation littéralement remodèle la structure de ton cerveau. La recherche en traumatologie a montré que quand une personne connaît un trauma sévère, les voies neurales entre le cortex préfrontal et l'amygdale deviennent disrumpies. La personne traumatisée devient, en essence, incapable d'intégrer son expérience émotionnelle dans une narration significative. L'émotion devient isolée, intense et apparemment irrationnelle parce qu'elle a été déconnectée du contexte cognitif, qui permettrait qu'elle soit comprise. Mais le trauma est seulement une version extrême de ce qui se produit à tous nous, à mesure que nous construisons et entretenons le moi faux. Nous sommes tous, à des degrés variés, fragmentant notre expérience. Nous sommes tous isolant certaines parties de nous-mêmes de la conscience. Nous tous créons des modèles neuraux qui renforcent une narration fausse sur qui nous sommes, et plus longtemps nous maintenons cette fragmentation, plus elle devient neuralement enracinée. Les voies neurales qui soutiennent le moi faux deviennent plus fortes à travers la répétition, tandis que les voies neurales qui nous connecteraient à notre moi authentique deviennent plus faibles à travers le désuse. C'est ici que la neuroscience moderne commence à converger avec ce que pourrait s'appeler la compréhension occulte du moi. Les deux révèlent que la conscience n'est pas un phénomène simple et unifié. Les deux révèlent que ce que nous appelons le moi est en réalité un système complexe qui peut devenir fragmenté de manière prévisible. Et les deux suggèrent que la fragmentation de la conscience n'est pas inévitable ou permanente. Il existe des façons d'intégrer les systèmes fragmentés, de réactiver les voies dormantes, de commencer à reconnecter les différents aspects du moi qui ont été violemment séparés. Il n'y a rien de nouveau dans ce monde, seulement le recyclage éternel des mêmes vérités, oubliées et redécouvertes, enterrées et excavées, rejetées et finalement acceptées. La sagesse dont je parle maintenant n'est pas mon invention. C'est l'héritage de l'humanité, murmuré à travers les millénaires par ceux qui ont osé regarder dans leur propre abîme. Dans les anciens textes Védas de l'Inde, écrits que des milliers d'années avant que la psychologie moderne n'existe, existe un concept appelé Brahman, la réalité ultime, la conscience infinie qui sous-tend toute existence. Mais ce qui est remarquable, c'est que dans ces textes, il est établi assez explicitement que Brahman, la conscience infinie, est voilé par ce que l'on appelle Maya, l'illusion, le voile des apparences. Et la tragédie centrale de l'existence humaine, selon ces anciennes traditions de sagesse, était que le moi individuel, l'Atman, a oublié son identité essentielle avec Brahman. Il s'est devenu piégé dans l'illusion de séparation, d'individualité, d'un ego distinct qui est séparé du tout infini. Cela décrit, dans le langage de la mystique ancienne, exactement ce que la psychologie moderne décrit dans le langage de la science contemporaine. La fragmentation de la conscience,
la construction d'un moi faux qui a perdu le contact avec sa nature essentielle, l'emprisonnement dans une identité limitée. Les yogis Védas ont compris quelque chose que la psychologie contemporaine commence à peine à redécouvrir, que le chemin vers la libération, vers l'autoconnaissance authentique, nécessite un processus systématique d'enlever les voiles qui obscurcissent le moi vrai. De manière similaire, dans la tradition bouddhiste, existe un enseignement central appelé la doctrine de Anatta, l'absence d'un moi permanent et immuable. La psychologie bouddhiste décrit en détail exquisite les mécanismes par lesquels nous construisons un sentiment d'un moi solide et permanent à partir d'éléments constamment changeants. Le Bouddha a enseigné que cette construction est la source de toute souffrance. Pourquoi ? Parce que le moi que tu as construit est une illusion, et chaque moment, la réalité l'undermine. Le moi meurt constamment, est constamment recréé, échoue constamment à correspondre à l'image que tu as créée de lui. Le chemin bouddhiste, alors, ne concerne pas le fait de devenir un moi meilleur ou un moi plus illuminé. Il concerne le fait de voir à travers l'illusion du moi complètement, de reconnaître la nature construite de l'identité que tu as maintenue, et de s'éveiller à une façon d'être qui ne dépend pas du maintien d'un moi faux. C'est la même révélation que j'ai trouvée dans mes études à travers le monde. La libération que tu cherches n'est pas la perfection du moi faux, mais l'éveil à ce qui gît au-delà de lui. Dans les enseignements des kabbalistes, qui portaient en la tradition mystique du judaïsme et influençaient les traditions occultes occidentales, existe une carte explicite de la conscience appelée l'arbre de vie. Cette carte décrit les différents niveaux et dimensions de la conscience humaine, de la plus matérielle et physique à la plus spirituelle et transcendante. Mais ce qui est crucial, c'est que les kabbalistes ont compris quelque chose que la conscience fragmentée moderne ne comprend pas, que ces différents niveaux de conscience ne sont pas séparés ou en opposition les uns aux autres, ils sont nichés les uns dans les autres, s'interpénétrant, chacun contenant des aspects de tous les autres. Les mystiques chrétiens de médiévaux, particulièrement ceux influencés par la philosophie néo-platonicienne, ont décrit un concept appelé déification ou théosis, le processus de devenir un avec Dieu. Mais ce qu'ils décrivaient vraiment, dans le langage disponible à l'époque, était le processus d'intégrer le moi fragmenté et de s'éveiller à la nature essentielle de celui-ci. Les pères de l'Église orthodoxe de l'Est ont particulièrement compris que ce processus n'était pas concernant l'acquisition de quelque chose d'externe, mais l'enlèvement de ce qui obscurcissait une unité essentielle qui était déjà présente. Ce même thème apparaît encore et encore à travers les cultures et les siècles. Dans le soufisme, la tradition mystique islamique, existe un processus appelé fana, l'annihilation du moi. Mais ce n'est pas un concept morbide ou nihiliste. Il se réfère plutôt à la dissolution du moi faux, la structure de l'ego qui est constamment saisissant, défendant, constamment cherchant à maintenir son sentiment d'identité séparée. Le soufi comprend que, sous cet ego saisissant et défendant, existe une conscience qui est fondamentalement unie avec le divin, et le chemin spirituel est précisément le processus d'enlever les obstacles, le moi faux, l'ego, qui préviennent que cette unité soit expérimentée. Dans la philosophie taoïste de l'ancienne Chine, existe un concept appelé le bloc sans tailler ou pu. Cela se réfère à l'état naturel et indifférencié qui existe avant que l'esprit ne commence à diviser la réalité en catégories et concepts. Le sage taoïste n'est pas celui qui accumule les connaissances ou construit le moi, mais plutôt celui qui retourne à cet état naturel et original en enlevant toutes les constructions mentales qui l'obscurcissent. Comme l'a écrit Lao Tzu, le maître observe le monde mais fait confiance à sa vision interne. En d'autres termes, le maître a appris à percevoir la réalité, non pas à travers le filtre de l'esprit conceptuel, mais à travers une connaissance plus directe et immédiate, qui ne dépend pas de l'interprétation du moi faux des événements. Ce que toutes ces traditions, séparées par des milliers d'années et des milliers de kilomètres, pointaient vers c'est le même reconnaissance. Le moi faux n'est pas qui tu es réellement. C'est une structure qui a été construite. Et parce qu'elle a été construite, elle peut être démontée. Ce qui reste quand le moi faux est enlevé n'est pas rien, comme le matérialisme moderne le suggérerait. Ce qui reste, c'est ta nature authentique, ton être essentiel, une forme de conscience qui est beaucoup plus profonde, beaucoup plus spacieuse, beaucoup plus réelle que l'identité limitée que tu as maintenue. La tradition gnostique, que j'ai étudiée extensivement dans mes investigations de la sagesse occulte, a pris cette compréhension encore plus loin. Les gnostiques ont compris que le moi faux, l'ego, n'est pas simplement une adaptation innocente aux pressions sociales. Ils ont compris qu'il avait été corrompu par ce qu'ils appelaient le démiurge, une force qui maintient l'illusion de séparation et promeut le saisissement et le désir sans fin qui gardent la conscience emprisonnée dans le monde matériel. En langage moderne, nous pourrions appeler cette force le système de contrôle qui profite de ton auto-ignorance et ta fragmentation. Mais voici ce qui est crucial. À travers toutes ces traditions, un fil commun émerge, une reconnaissance consistante que le chemin vers l'autoconnaissance authentique n'est pas un chemin d'accumulation, mais un chemin d'enlèvement.
Il ne concerne pas le fait de devenir meilleur ou plus illuminé ou plus spirituel. Il concerne l'enlèvement des obstacles, les fausses croyances, les structures défensives, les constructions qui obscurcissent ce qui était déjà présent. La prison envoie des signaux. La conscience asservie crie, bien que le moi emprisonné ne comprenne pas encore ce qu'il crie. Si tu sais quoi écouter, tu peux entendre ton propre moi authentique te parler de 1000 façons chaque jour. La question est si tu as le courage de l'entendre. La conscience fragmentée ne s'annonce pas à travers des gestes grandioses ou des symptômes évidents. Au contraire, elle est maître de la subtilité. Elle murmure, elle suggère. Elle se manifeste de façon si familière, si normalisée, que la plupart des gens ne les reconnaissent jamais comme autre chose que la texture normale de l'expérience humaine. Mais si tu sais quoi chercher, si tu développes ce que j'appellerais une sensibilité psychologique, tu peux commencer à détecter la présence de ton propre moi authentique, emprisonné à travers les signaux subtils qu'il envoie. Le premier et le plus évident de ces signaux est ce qui pourrait s'appeler l'anxiété chronique ou l'agitation sans objet clair. Ce n'est pas l'anxiété à propos d'une situation spécifique ou d'une préoccupation particulière. C'est une sorte d'anxiété de ligne de base. Un sentiment que quelque chose ne va pas tout à fait. Un sentiment subtil d'incorrection qui imprègne ton expérience. La plupart des gens ont appris à ignorer ce signal. Ils ont été enseignés à le rejeter comme un défaut de caractère ou une tendance névrotique. Mais ce que c'est réellement, dans beaucoup de cas, c'est ton moi authentique communicant, que ta façon actuelle d'être n'est pas alignée avec ta nature essentielle. Lié à cela est ce qui pourrait s'appeler le sentiment d'inauthenticité ou de fausseté qui perce occasionnellement la conscience. Tu pourrais être au milieu d'une conversation, et soudainement, tu deviendrais conscient que tu joues un rôle, que tu dis des choses auxquelles tu ne crois pas réellement, que la personne que tu prétends être n'est pas la personne que tu es réellement. Ce moment de clarté, cette conscience soudaine de l'écart entre le moi que tu présentes et le moi que tu es réellement, c'est un autre signal du moi authentique emprisonné. C'est un moment d'avance, une fissure dans la façade du persona. Puis, il y a ce qui pourrait s'appeler la consommation compulsive ou la distraction. Beaucoup de gens découvrent qu'ils cherchent constamment la stimulation, défilement à travers les réseaux sociaux, regardage de vidéos, manger, travailler, exercer, n'importe quoi pour éviter d'être seul avec leurs propres pensées. Ce n'est pas la paresse ou le manque de volonté, c'est une stratégie inconsciente pour éviter l'expérience de ce qui gît sous la surface de la conscience. Parce que si tu t'asseyais simplement tranquille avec toi-même pendant même 15 minutes sans distraction, tu pourrais commencer à sentir la douleur du moi authentique emprisonné. L'un des symptômes les plus révélateurs est ce qui pourrait s'appeler la réussite compulsive ou la poursuite implacable des objectifs qui ne satisfont jamais réellement. Tu accomplir quelque chose que tu pensais te rendre heureux, et pourtant la satisfaction est creuse, de courte durée. Tu accomplir l'objectif suivant, et encore la satisfaction ne dure pas. Tu te trouves constamment grimpant une échelle qui n'atteint jamais le toit, constamment poursuivant un horizon qui recule à mesure que tu t'en rapproches. C'est parce que le moi faux, l'ego, est inhéremment insatiable. Il y a aussi ce qui pourrait s'appeler le sentiment d'isolement malgré avoir beaucoup de relations. Tu pourrais avoir des amis, des collègues, des membres de la famille. Et pourtant, tu connaître une solitude profonde, un sentiment que personne ne te connaît vraiment, que tu es fondamentalement seul dans ton expérience. C'est parce que le moi authentique a été enfermé loin de tes relations. Tu présentes le moi faux, le persona, le masque aux autres, et il se relie au masque plutôt qu'au moi réel. Un autre signal crucial est l'émergence du matériel d'ombre dans tes rêves ou en moments de réactivité émotionnelle. Tes rêves sont l'une des façons principales que les parties réprimées et fragmentées de toi-même tentent de communiquer avec toi. Si tu fais attention à tes rêves, tu remarqueras qu'ils contiennent souvent des personnages ou des situations qui sont perturbantes, bizarres ou émotionnellement chargées. Ce sont des manifestations de ton moi d'ombre, les parties de toi-même que tu as reniées et réprimées. De manière similaire, tes réactions émotionnelles intenses aux autres pairs, tes explosions inattendues de rage ou de larmes, tes peurs irrationnelles ou tes compulsions, ce sont souvent des moments quand le matériel réprimé perce la surface. Il y a ce qui pourrait s'appeler le sentiment de sans-sens ou de vide existentiel que beaucoup de gens connaissent, particulièrement en médian âge. Malgré avoir accompli beaucoup des choses que tu pensais te rendre heureux, malgré avoir une vie confortable, malgré avoir le respect des autres, il y a un sentiment sous-jacent que rien de cela n'importa, qu'il n'y a pas de vrai but, que tu traverses juste les mouvements d'une vie qui n'est pas réellement la tienne. Les symptômes physiques sont aussi des signaux significatifs. Le corps est où le matériel réprimé se stocke, où les conséquences de la fragmentation se manifestent sous forme physique. Tension chronique, douleur sans cause physique claire, problèmes digestifs, problèmes de sommeil, maladies récurrentes, tous peuvent être des manifestations de la fragmentation psychologique que l'esprit conscient n'adresse pas.
Il y a aussi ce qui pourrait s'appeler la tyrannie du « devrait ». C'est la voix interne constante qui te dit quoi tu es supposé faire, quoi tu es supposé sentir, qui tu es supposé être. Peut-être le plus subtil signal de tous, c'est la petite voix qui d'occasion te parle, en moment de calme, ou dans les rêves, ou dans la connaissance intuitive, te disant quoi c'est vrai pour toi, quoi importe réellement à toi, quoi tu désires vraiment. Cette voix, c'est ton moi authentique, tentant désespérément d'être entendu, envoyant des signaux à travers n'importe quel canal qu'il peut accéder. Apprends à l'écouter. Cela seul pourrait libérer ta vie. La fragmentation de la conscience ne se produit pas d'un coup. C'est un processus, une progression, une descente, qui se produit en étapes prévisibles. Comprendre ces étapes, c'est comprendre comment le moi faux devient progressivement plus enraciné, comment le moi authentique devient progressivement plus emprisonné, comment ce qui commence comme une réaction adaptative à un environnement inhospitalier devient une condition psychologique permanente. La première étape de la fragmentation se produit dans la petite enfance et la première enfance, ce qui pourrait s'appeler l'étape du rejet primordial. Durant cette période, l'enfant est exquisitement sensible aux réactions des soignants principaux. Chaque regard, chaque ton de voix, chaque moment d'attention ou de retrait est enregistré à un niveau profond. Quand l'enfant exprime quelque chose d'authentique, une émotion, un désir, un intérêt, une impulsion, et reçoit le rejet ou la correction en réponse, quelque chose se produit à un niveau neurologique. L'enfant apprend que cette expression particulière n'est pas acceptable, n'est pas sûre. Progressivement, à travers des milliers de ces petits moments de rejet et de correction, l'enfant commence à développer un mécanisme interne très sophistiqué. Il y a la partie du moi qui veut s'exprimer librement, être pleinement présent dans le moment, poursuivre les désirs authentiques. Et puis il y a la partie du moi qui est constamment surveillant, évaluant, filtrant, la partie qui se demande « c'est-ce acceptable ? Cela causera-t-il le rejet ? Menacera-t-il mon sentiment de sécurité ?» Quand l'enfant entre à l'école, autour de 5 ou 6 ans, une deuxième étape d'accélère de fragmentation. L'environnement scolaire est une sorte de programme d'entraînement intensif dans la suppression de l'authenticité. L'enfant est forcé de rester assis pendant des périodes prolongées, même si son corps lui dit de bouger. On s'attend à ce qu'il traite l'information de manière spécifique, même si son esprit particulier fonctionne différemment. Il est corrigé quand il parle hors tour, même si ce qu'il a à dire est important et vrai. Par la fin de l'enfance, typiquement autour des 8 à 12 ans, une troisième étape pourrait s'appeler l'étape de la cristallisation de l'identité. À ce point, le moi faux est devenu suffisamment enraciné que l'enfant commence à s'identifier avec lui, comme si c'était leur moi réel. Ils commencent à dire des choses comme « je suis timide » ou « je ne suis pas bon en mathématiques » ou « je suis un athlète ». Ces déclarations ne sont pas simplement des descriptions de leur comportement, ce sont des identifications avec une identité construite. L'adolescence représente une quatrième étape, ce qui pourrait s'appeler l'étape de la fragmentation augmentée et l'émergence de l'ombre. Durant l'adolescence, le jeune, personne connaît un afflux massif d'énergie instinctive, l'énergie sexuelle, l'énergie agressive, l'énergie créative. Au même temps, les pressions sociales pour se conformer aux définitions étroites d'acceptabilité sont au leur maximum. Les groupes de pairs deviennent incroyablement importants, et l'adaptation devient une question de signification psychologique profonde. Ce qui se produit durant l'adolescence, c'est que toute l'énergie instinctive qui ne correspond pas à la définition acceptable de l'identité du adolescent est poussée dans l'inconscient. Les parties de eux-mêmes, qui ne sont pas acceptables à leur groupe de pairs, vont sous terre. Toute l'énergie sexuelle, toutes les impulsions rebelles, tous les désirs uniques et individuels sont poussés sous terre, où ils ne peuvent pas être exprimés consciemment, mais d'où ils commenceront à se manifester indirectement, à travers les symptômes et les projections. Au début de l'âge adulte, typiquement par les 19 ou 20 ans, une cinquième étape pourrait s'appeler l'étape de la consolidation structurelle. À ce point, le moi faux est devenu si robuste, si complètement intégré à la compréhension de la personne de sa propre identité, qu'il apparaît être la vérité de qui ils sont. La personne est maintenant essentiellement identifiée avec le moi faux. Ils ont accepté l'interprétation du moi faux de qui ils sont, mais à ce point, quelque chose d'autre commence à se produire. Le matériel réprimé, qui a été s'accumulant dans l'inconscient, commence à exercer de la pression. L'ombre commence à parler plus insistamment. Et parce qu'il ne peut pas s'exprimer directement à travers la conscience, il commence à s'exprimer indirectement à travers les symptômes que la personne connaît. Il se manifeste à travers les comportements compulsifs, à travers l'anxiété qui semble venir de nulle part, à travers la dépression, à travers la douleur chronique, à travers l'addiction, à travers les problèmes relationnels. La sixième étape pourrait s'appeler l'étape du coût accumulé. Dans le moyen à tard âge adulte, typiquement dans les années 40 ou 50,
La personne commence à connaître les conséquences accumulées du maintien du moi faux. Le sentiment de sans-sens devient plus difficile à ignorer. Le sentiment d'inauthenticité devient plus aigu. Les relations qui ont été construites sur la fondation du moi faux commencent à se sentir de plus en plus creuses. Le corps, qui a été stockant le coup de la répression pendant des décennies, commence à se décomposer. L'étape finale, qui pourrait s'appeler l'étape de la transformation potentielle ou de la dissolution potentielle, c'est le point où la personne doit faire un choix fondamental. Ils peuvent continuer à défendre le moi faux, peuvent tenter de maintenir la fragmentation à travers quelconque moyen qu'ils ont développé, ou ils peuvent faire le choix terrifiant de commencer à démonter le moi faux, de permettre à la fragmentation de commencer à guérir, de prendre le risque de devenir authentique. L'individu fragmente sa conscience et crée un moi faux. Mais c'est non simplement une tragédie individuelle. C'est un phénomène collectif, une condition psychologique massive qui est devenue si normalisée que nous ne la reconnaissons même pas comme une pathologie. Quand des milliards de moi fragmentés et non authentiques tentent de vivre ensemble dans la même civilisation, les conséquences sont catastrophiques. Pour comprendre comment la fragmentation individuelle devient la fragmentation collective, tu dois d'abord comprendre le concept de ce qui pourrait s'appeler les champs psychologiques partagés. Chaque personne n'est pas une île isolée de conscience. Chaque personne existe dans un champ d'influence et simultanément influencée par tous les autres champs de conscience autour d'eux. Une unité familiale a une sorte de conscience collective, un champ partagé qui contient le matériel psychologique, les traumas, les distorsions, les conflits non résolus de tous les membres. Une culture, une nation, une civilisation a la même chose. Une conscience collective qui contient le matériel psychologique agrégé de millions d'individus. Ce qui se produit quand des milliards de moi fragmentés et non authentiques participent aux systèmes sociaux partagés, c'est que la fragmentation devient systématisée. Le collectif remplace la capacité individuelle pour la réaction authentique avec les procédures institutionnelles. Le collectif remplace le jugement moral individuel avec l'idéologie institutionnelle. Le collectif remplace la conscience individuelle avec la conformité de masse. Le résultat, c'est une civilisation de plus en plus incapable de réagir authentiquement ou responsablement aux crises et aux défis authentiques. Considère le système économique qui domine la plupart du monde moderne. Ce système est complètement prédicaté sur la fragmentation de la conscience. Il se base sur l'assomption que les humains sont primairement motivés par l'auto-intérêt, qu'ils sont compétitifs plutôt que coopératifs, qu'ils sont intéressés à acquérir autant que possible sans importe les conséquences. Le système économique récompense les praticiens les plus réussis de la fragmentation. Ceux qui peuvent les plus efficacement exploiter les autres, qui peuvent les plus efficacement supprimer leur propre empathie et conscience, qui peuvent les plus efficacement manipuler la perception publique. Le résultat, c'est que les personnes les plus riches et puissantes dans le monde sont souvent celles qui sont les plus sévèrement fragmentées, les plus déconnectées de leurs sentiments et intuitions authentiques. Les systèmes politiques qui organisent la majorité du monde moderne sont similairement prédicatés sur la fragmentation de la conscience. Ils fonctionnent en éveillant le matériel d'ombre dans la population, la peur, la haine, la culpabilité, et puis en offrant une solution fausse qui prétend adresser ces émotions. Un leader politique identifiera un groupe à culpabiliser pour un problème complexe, éveillera les émotions d'ombre dans la population et offrira une solution simpliste qui appelle à la conscience fragmentée. Ce qui est assez particulièrement insidieux à propos de la fragmentation collective, c'est qu'elle devient invisible par son universalité. Parce que tout le monde est fragmenté, parce que la civilisation entière est construite sur la fondation de la fragmentation devient normalisée, elle devient invisible, elle devient la ligne de base supposée. Quand tu tentes de pointer aux personnes qu'elles vivent des vies fragmentées, déconnectées de leur moi authentique, vivant selon des identités fausses, la réponse est typiquement « mais tout le monde vit ainsi, c'est juste comment les humains sont ». Et c'est précisément le mécanisme par lequel la fragmentation collective est maintenue, par la normalisation et l'universalisation de la pathologie. La fragmentation devient redéfinie comme le réalisme, comme la maturité, comme le prix nécessaire de vivre dans une société civilisée. L'authenticité devient redéfinie comme l'immaturitéité, comme l'égoïsme, comme l'idéalisme irréaliste. Le moi faux devient valorisé comme la marque d'un adulte responsable, tandis que le moi authentique devient rejeté comme quelque chose qui doit être surmonté. La destruction environnementale qui caractérise le monde moderne est aussi un résultat direct de la fragmentation collective. Pour te fragmenter de contact authentique avec la nature, pour voir la nature comme simplement une ressource à être exploitée, pour traiter la Terre comme quelque chose de séparé de toi, c'est possible seulement depuis un état de conscience fragmenté. Une personne qui est authentiquement connectée à elle-même est aussi authentiquement connectée au plus grand tout vivant dont elle est une partie. De manière similaire, l'épidémie de maladies mentales, d'addiction et de suicide qui caractérise les sociétés modernes n'est pas un problème médical qui peut être résolu à travers l'intervention chimique.
C'est la conséquence inévitable de des milliards de personnes tentant de vivre dans un état de fragmentation psychologique chronique, tentant de maintenir des moi faux qui sont complètement aliénés de leur nature authentique. La psyché humaine n'est simplement pas conçue pour tolérer ce niveau de sustained inauthenticité. Il y a une manière de sortir. Pas une manière qui est très facile, pas une manière qui est sûre, mais une manière qui est réelle. La réclamation de ton moi authentique, le démontage du moi faux, l'intégration des parties fragmentées de la conscience, c'est possible. Mais il nécessite une approche systématique, un protocole, si tu veux, qui procède avec des étapes délibérées. La première étape dans le processus d'awakening pourrait s'appeler l'étape de la reconnaissance. Tu dois commencer à reconnaître que le moi avec lequel tu t'es identifié n'est pas ton moi réel, mais une identité construite. Cette reconnaissance n'est pas intellectuelle, elle doit être sentie à un niveau plus profond. Tu dois commencer à remarquer les manières dans lesquelles tu joues un rôle, portes un masque, présentes une image au monde qui n'est pas entièrement vraie à ton expérience réelle. Ce processus de reconnaissance peut être accéléré à travers la pratique de ce qui pourrait s'appeler la réflexion honnête, radicale. Cela implique de mettre du temps dédié à part, libre de distraction, pour honnêtement examiner ta vie et tes propres modèles psychologiques. Dans quelle zone de ma vie ne suis-je pas étant authentique? Qu'est-ce que je crains qu'il se passerait si je ne suis pas authentique? Quelle partie de moi suis-je en train de cacher? Quoi suis-je en train de prétendre être? La deuxième étape pourrait s'appeler l'étape de la confrontation de l'ombre. Une fois que tu as commencé à reconnaître que tu portes un moi faux, la tâche suivante, c'est de commencer à identifier ce qui a été réprimé et caché dans l'ombre. Quelles émotions ne suis-je pas me permettant de sentir? Quels désirs suis-je niant? Quels aspects de moi suis-je rejetant? Quel genre de gens est-ce que je juge les plus sévèrement? Le protocole pratique pour cette étape implique une pratique délibérée de amener le matériel d'ombre à la conscience. Une approche puissante implique travailler avec les rêves. Dès que tu te réveilles d'un rêve, avant que la mémoire ne s'évapore, écris tout ce que tu peux te rappeler. Puis demande-toi, quelle partie de ce rêve pourrait représenter les parties reniées de moi-même? Une autre approche implique l'imagination active, une technique que Jung lui-même a développée. Cela implique consciemment inviter le matériel d'ombre dans le dialogue. La troisième étape pourrait s'appeler l'étape du deuil conscient. À mesure que tu commences à reconnaître le matériel réprimé, à mesure que tu commences à voir les parties de toi-même qui ont été emprisonnées, tu inévitablement commenceras à sentir du chagrin. Du chagrin pour le moi authentique qui a été rejeté et jamais autorisé à se développer pleinement. Du chagrin pour la vie qui aurait pu être vécue si tu t'étais été permis d'être toi-même. Le chagrin doit être senti, doit être permis de se mouvoir à travers ton être, doit être honoré comme une réaction légitime à ce qui a été perdu. La quatrième étape implique ce qui pourrait s'appeler l'exposition prudente et graduée. Une fois que tu as commencé à reconnaître le moi faux et reconnaître l'ombre, la tâche suivante, c'est de commencer, très prudemment et graduellement, à permettre à plus de ton moi authentique d'être exprimé et visible. Tu pourrais commencer en permettant toi d'exprimer une opinion vraie dans une conversation où avant tu aurais été silencieux. Tu pourrais commencer à engager toi dans une activité que tu réellement aimes plutôt qu'une activité que tu sentes que tu devrais faire. La cinquième étape, c'est ce qui pourrait s'appeler l'intégration somatique. La conscience fragmentée n'est pas merement un phénomène mental, elle est incrustée dans le corps. Le corps tient l'attention du maintien du moi faux. Et donc, le corps doit être inclus dans le processus de guérison et d'intégration. Des pratiques telles que certaines formes de yoga, certaines pratiques de mouvement, certaines formes de travail de respiration peuvent commencer à libérer les modèles de maintien somatique qui maintiennent la fragmentation. La sixième étape pourrait s'appeler l'établissement de ce que j'appellerais la conscience comme un conteneur. Tandis que le matériel réprimé commence à être activé et amené à la conscience, tu auras besoin d'un conteneur, une sorte d'espace psychologique de maintien, au sein duquel ce matériel peut être sûrement expérimenté et traité. Ce conteneur pourrait être établi à travers une relation thérapeutique avec un praticien qualifié qui comprend la psychologie profonde. La septième étape implique ce qui pourrait s'appeler la pratique de la présence consciente. L'une des manières principales que le moi faux maintient sa domination, c'est à travers l'activité mentale constante, la narration constante sur qui tu es. La pratique de la présence consciente, d'amener attention au moment présent, c'est une manière d'interrompre cette narration mentale constante. Quand tu es pleinement présent dans le moment actuel, quand ton attention est pleinement dans ton expérience sensorielle, le moi faux perd son agarre. La huitième étape, c'est ce qui pourrait s'appeler la pratique du choix conscient. Cela implique de commencer à consciemment faire des décisions qui sont alignées avec tes valeurs authentiques, plutôt que les valeurs qui t'ont été implantées par ton conditionnement. C'est à propos de commencer à te demander, à chaque moment, qu'est-ce que mon moi authentique désire vraiment? Quelle est ma réaction authentique à cette situation? Qu'est-ce que je valorise réellement?
Le 9e étape implique ce qui pourrait s'appeler l'authenticité relationnelle. À mesure que tu commences à devenir plus authentique dans ta propre conscience, tu auras l'opportunité de devenir plus authentique dans tes relations. Ce ne veut pas dire soudainement révéler tout ce que tu as été en train de cacher à tout le monde dans ta vie. Ça veut dire commencer à être plus authentique dans tes communications, commençant à partager plus de tes pensées et sentiments réels avec les personnes qui ont démontré qu'elles peuvent être fiables avec ton authenticité. Le 10e étape, c'est ce qui pourrait s'appeler l'intégration du moi authentique dans la vie quotidienne. C'est pas une destination à laquelle tu arrives et puis tu restes. C'est un processus continu, une pratique qui doit être soutenue au fil du temps. L'intégration du moi authentique n'est pas quelque chose que tu accomplis une fois et puis tu arrêtes de travailler dessus. C'est un processus de toute la vie de permettre progressivement à ta nature authentique d'être exprimée à travers tes actions, tes choix, tes relations et ta manière d'être dans le monde. Ce que tu dois comprendre, c'est que ce processus nécessite ce qui pourrait s'appeler l'effort héroïque. Ce n'est pas un sentier doux. Il nécessite que tu affrontes les peurs que tu as été en train d'éviter toute ta vie. Il nécessite que tu fasses le deuil de ce qui a été perdu. Il nécessite que tu risques le rejet que tu as été en train de te protéger contre ton existence entière. Nous sommes arrivés à la révélation finale, la profondeur la plus obscure, le lieu où toutes les illusions sont dépouillées et rien ne demeure sauf la vérité. Ce n'est pas un lieu confortable. Ce n'est pas un lieu où tu trouveras de la réassurance ou du confort spirituel. C'est le lieu où le moi authentique se tient face à face avec l'abîme de sa propre existence. La révélation ultime qui t'attend quand tu as démonté suffisamment le moi faux pour entrevoir ta nature authentique, c'est ceci. Il n'y a pas de moi fixe et immuable à découvrir. Le moi authentique que tu as été en train de chercher n'est pas une chose. C'est paradoxalement une sorte de non-moi, une conscience qui n'est pas limitée par les limitations de l'identité individuelle. C'est ce vers quoi les enseignements bouddhistes pointaient quand ils parlèrent de la doctrine de Anatta, le non-moi. C'est ce que les sages taoïstes ont compris quand ils parlaient de retourner au bloc sans tailler. C'est ce que les mystiques de diverses traditions signifiaient quand ils parlèrent de la mort de l'ego et de la dissolution de la conscience individuelle. Ils ne parlaient pas de mort réelle. Ils parlaient de quelque chose de beaucoup plus radical, que le moi séparé et individuel que tu as été en train de défendre, et maintenant toute ta vie est lui-même une illusion. Et pourtant, et c'est crucial, cette réalisation n'est pas nihiliste. Ce n'est pas en disant qu'il n'existe pas, que rien n'importe, qu'il n'y a pas de sens. C'est disant quelque chose de beaucoup plus radical, que tu existes d'une manière qui est beaucoup plus fondamentale que l'ego individuel. Tu existes comme partie d'un tout interconnecté vaste. Tu n'es pas séparé. Les limites que tu as été en train de si soigneusement maintenir entre toi et les autres, entre toi et le monde, entre toi et l'univers, sont eux-mêmes des illusions créées par la conscience fragmentée. Cette réalisation, quand elle véritablement atterrit, quand elle se meut d'une compréhension intellectuelle à une réalité sentie, produit ce qui pourrait s'appeler une mort du moi faux, si complète que beaucoup de personnes qui l'ont expérimentée la décrivant comme mort réelle. Beaucoup de traditions mystiques parlent de la nécessité de la mort qui doit précéder la résurrection. La pratique soufie de Fana, l'annihilation du moi, l'expérience chrétienne mystique de la nuit sombre de l'âme, la compréhension hindoue de la dissolution de la conscience individuelle en Brahman. Toutes ces points tendent vers la même expérience fondamentale, l'effondrement de l'ego individuel séparé et la réalisation d'une conscience qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus profonde, beaucoup plus réelle que l'identité limitée que tu as maintenue. Et qu'est-ce qui émerge de l'autre côté de cette dissolution ? Pas rien, pas blancheur. Ce qui émerge, c'est paradoxalement à la fois terrifying et complètement liberating. La conscience en soi-même, pristine et undivided, unbounded par les limitations d'identité individuelle, mais de quelque manière pleinement présente dans ce moment, dans ce corps, dans cette vie. Ce qui émerge, c'est une manière d'être caractérisée par ce qui pourrait s'appeler l'authenticité radicale. C'est l'état vers lequel les mystiques ont pointé à travers les siècles. C'est ce que Sri Ramakrishna a décrit quand il parlait d'expérimenter la réalité sans forme. C'est ce que les poètes soufis tentèrent de capturer quand ils écrivaient sur l'union avec le divin. C'est ce que les contemplateurs chrétiens signifiaient quand ils parlèrent de la vision béatifique. Ce n'est pas quelque chose qui se produit ailleurs, dans quelque royaume céleste ou dimension spirituelle. C'est ce qui est disponible juste ici, juste maintenant, dans ce moment, si tu es disposé à libérer la garde du moi faux suffisamment pour le reconnaître. Mais voici ce qui est terrifiant. Une fois que tu as entrevu cette réalité, une fois que tu as expérimenté même un moment de cette deux-identification radicale du moi séparé, tu ne peux pas vraiment l'unsi. Tu ne peux pas prétendre que le moi faux est réel plus. Le moi faux continuera d'exister. Tu continueras d'avoir les pensées, les sensations, les traits de personnalité, les rôles sociaux. Mais tu ne peux jamais de nouveau complètement croire que ces choses sont qui tu réellement es.
Cela produit ce qui pourrait s'appeler une aliénation permanente du moi faux. Tu remarqueras les pensées surgissant, mais tu sauras que tu n'es pas ces pensées. Tu observeras les traits de personnalité, mais tu sauras que tu n'es pas limité à ces traits. Tu joueras les rôles sociaux, mais tu sauras que ces rôles ne sont pas ta nature ultime. Il y a une sorte de liberté en cela, mais il y a aussi une sorte de solitude, parce que tu maintenant vis à la frontière entre le monde conventionnel des moi séparés et la réalité de la conscience undivided. Le moi authentique, dans ce sens ultime, n'est donc pas un moi du tout. C'est la dissolution du moi, la reconnaissance que ce que tu réellement es ne peut pas être contenu au sein des limites de l'identité individuelle. La peur qui a été en gardant le moi faux en place, la peur que sans cette identité tu serais rien, est révélée comme fondamentalement sans base. Tu ne serais pas rien, tu serais tout. Tu serais la conscience en soi-même, unbounded par l'imitation, pleinement présent dans toutes les choses. Et pourtant, paradoxalement, cette réalisation ne mène pas à l'indifférence ou l'escapisme. La personne qui a réalisé sa nature authentique ne devient typiquement pas détachée du monde ou concernée pas par la souffrance. Très au contraire, ils deviennent plus compassionnels, plus engagés, plus disposés à servir. Pourquoi ? Parce qu'ils ont reconnu que la limite entre moi et autre est en soi-même une illusion. L'autoconnaissance ultime, donc, est ceci. Tu n'es pas un moi. Tu es la base de tous les moi, la conscience au sein de laquelle toutes les identités séparées surgissent et se dissolvent. Tu n'es pas quelque chose qui a été perdu et qui doit être trouvé. Tu n'es pas quelque chose qui a été cassé et qui doit être réparé. Tu n'es pas quelque chose qui est caché et qui doit être découvert. Tu es la découverte elle-même, la conscience au sein de laquelle toutes les découvertes se produisent. Et pourtant, et peut-être ceci est le paradoxe ultime, le mystère le plus profond, tu dois encore vivre comme si tu étais un moi. Tu dois encore fonctionner au sein de la réalité conventionnelle des identités séparées et de la responsabilité individuelle. Tu dois encore te réveiller, encore travailler, encore te relier aux autres, encore traiter avec les nécessités pratiques de l'existence. Mais tu feras tout cela sans l'attention contractée de défendre et maintenir une identité séparée. Tu feras tout cela avec une facilité et une grâce qui vient de ne plus être en guerre avec toi-même. C'est le voyage que j'ai tracé pour toi. Cette descente dans tes propres profondeurs, cette confrontation avec ta propre fragmentation, ce processus d'awakening à ta nature authentique. C'est un voyage que des milliers ont entrepris avant toi. C'est un voyage que peu complètent. C'est un voyage qui te coûtera tout ce que tu crois être. Mais comprends ceci, et comprends ceci avec une clarté absolue. Tu es en train de mourir de toute façon. Ton moi faux n'est pas stable. Il ne durera pas. Le corps qui porte cette identité se décomposera. La personnalité qui a été si soigneusement construite se dissoudra. Les pensées et mémoires qui semblent si précieuses s'évaporeront. Tout ce avec quoi tu t'es identifié sera pris de toi. La seule question, c'est si tu feras le voyage tandis que tu es encore vivant dans ce corps. Si tu volontairement libéreras le moi faux et rencontreras la réalité authentique de ton être, ou si tu resteras accroché au moi faux jusqu'à la fin et porteras cette erreur dans ce qui vient ensuite. Le choix a toujours été le tien. Il demeure le tien maintenant. Chaque moment de ta vie, tu fais ce choix, soit consciemment, soit inconsciemment. Chaque moment, tu es soit renforçant le moi faux, soit lui permettant de se dissoudre. Chaque moment, tu es soit fuyant tes propres profondeurs, soit courant vers elles. C'est la connaissance que Helena Blavatsky a révélée à toi. C'est la clé à l'autoconnaissance profonde. C'est le message qui fait écho à travers les âges, parlé par les mystiques et les fous, par les sages et les brisés-cœurs. Connais-toi, toi-même. Descends dans ton propre abîme. Affronte ce que tu as été en train d'éviter. Deviens ce que tu réellement es. Meurs avant de mourir, pour que quand la mort vienne, elle trouve rien laissé à tuer. Et dans ce mourir, découvre ce que tu réellement es. Pas un moi fragmenté, luttant, individuel, mais la conscience en soi-même, sans limite et éternelle, surgissant de nouveau dans ce moment, et dans ce moment, et dans ce moment de nouveau. Le voile est mince, le chemin est ouvert, le temps c'est maintenant. Prendras-tu la descente ?